Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Ludovic Parera en tant que premier invité du podcast. Il a fait partie des pionniers des arts martiaux mixtes en France, à une époque où cette discipline était peu répandue. Il est également un expert du jiu-jitsu brésilien et du grappling en général, discipline dans laquelle il a remporté des médailles au plus haut niveau. Voilà, je vous laisse le découvrir et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Ludo. Salut Martin. Ça va? Ouais, super, et toi? Eh ben super. Bon, c'est cool Parfait. que ça marche, c'est très bien. Ouais, ça a l'air. Voilà, on a bien fait de préparer hier soir, c'est génial. Yes. Ok. Du coup, on va attaquer direct, vu que je sais qu'on a un timing un peu serré. On a 1 heure. Alors, tu es le premier invité du podcast, donc du coup, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Tu es le premier à qui j'ai pensé parce que on se connaît déjà, on s'est déjà vu quelques fois. Et puis surtout, tu as quand même un parcours incroyable pour ce que j'en sais. Et je suis sûr qu'il y a aussi beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé quelques questions à te poser, si tu es d'accord. La première, déjà, alors si c'est pas indiscret, quel âge as-tu actuellement? Alors, maintenant, j'ai 44 ans. Voilà, donc évidemment, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, ils pourront aller regarder un petit peu ton Instagram, tes photos. Tu ne fais pas du tout 44 ans. Merci. Donc, comme beaucoup de personnes. Je me donne du mal pour qu'on me dise ça. Ouais. Non, mais c'est quelque chose d'assez commun, en fait, hein, pour les personnes qui ont le même type d'alimentation que toi. On l'a remarqué, on en discutait la dernière fois quand on s'était vu lors du stage que tu avais organisé avec Luc Rousseau. C'est vrai qu'il faut quand même bien admettre qu'on a tendance à vieillir moins vite, on a l'impression. Il semblerait. Il semblerait. Voilà. J'ai pas d'études statistiques à l'appui, hein, mais il semblerait. Ouais. Et du coup, toi, donc ton parcours dans les arts martiaux, les sports de combat, il a commencé quand? Alors, j'ai un gros problème avec les dates. Du coup, faut prendre ça à chaque fois avec des pincettes. C'est toujours à la louche. Du coup, si je dis pas de bêtises, j'ai commencé à bricoler vers 98. 98, donc tu avais à peu près quel âge en 98? 20 piges, je crois. J'avais pas transpiré avant, hein. J'ai dû rester à peu près 18 ou 19 ans sans transpirer. Quand tu dis sans transpirer, c'est-à-dire même d'autres sports que les sports de combat? Ouais. Le sport, je croyais que c'était pour les nazes. J'étais bien trop intéressé par la racaillitude D'accord. et le matérialisme et tous ces trucs-là. Je croyais que c'était un peu pour les gens qui s'ennuyaient, pour les bofs. Par exemple, ceux qui allaient au ski, je croyais que c'est parce qu'ils aimaient le froid. D'accord. D'accord. Et du coup, il y a une vingtaine d'années, tu commences à bricoler. Qu'est-ce que tu appelles bricoler? Bricoler, j'ai commencé par du kickboxing avec Patrice Delaveau, que je salue, qui était, on va dire, mon premier entraîneur, même si après Serge, derrière, avec la boxe thaï, est devenu mon père spirituel et bien plus qu'un entraîneur. Mais j'ai commencé avec Patrice et avec deux, trois copains. Entre deux packs de bière et deux joints, on allait essayer de commencer à transpirer pour voir un petit peu ce que c'était, peut-être un petit peu par rapport aux films de l'époque, et notamment les films de Van Damme, Bruce Lee. Oui, je pense que ça a inspiré beaucoup de monde dans les sports de combat au début, tous ces films-là. Et ça continue d'ailleurs, hein, parce que c'est des trucs qui sont, je dirais pas indémodables, mais qui se regardent très bien aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que tu es arrivé assez rapidement à la compétition ou au début c'était vraiment une pratique pour le loisir Non, non, j'ai mis très longtemps pour passer le cap de la compétition. Il s'est passé pas mal de choses parce que du coup, à l'époque, en faisant des conneries, forcément, je me suis retrouvé dans des bagarres tout seul contre plusieurs mecs et j'ai vu la mort, quoi, entre guillemets. Puisqu'en plus, un peu défoncé, un peu l'ignorance, un peu tout ça. Et je me rappelle qu'il y a eu un jour particulier où j'ai pris conscience de la faiblesse de l'esprit, et en l'occurrence du mien.
Et du coup, une de mes motivations pour aller vers les arts martiaux, c'était pas seulement d'être plus fort, c'était du coup d'être plus solide mentalement. Et pour moi, c'était, il n'y avait même pas cage. Et du coup, j'ai travaillé sur ça pendant des années avant de commencer à être ne serait-ce qu'attiré par la compétition. Parce que par définition, je suis un amoureux de l'entraînement, je suis passionné, perfectionniste, névrosé, mais la compétition et alors la bagarre dehors, c'est vraiment des trucs qui arrivent loin derrière. D'accord, donc tu veux dire que même les expériences de bagarre ou de fois où tu t'es retrouvé peut-être même tabassé par plusieurs personnes, ce genre de truc, c'est antérieur à au début dans les arts martiaux ou c'est quelque chose qui est arrivé, comme tu dis, plus tard, comme la Ouais, compétition? ben, en fait, dès que j'ai commencé les arts martiaux, je me suis plus jamais battu. D'accord, c'est ce que j'allais te demander. Donc tu as cet effet aussi que beaucoup ont retrouvé aussi, que au final tu commences les arts martiaux parce que tu as une appréhension un petit peu de ce genre de situation. Et au final, elle t'arrive plus jamais. Parce que derrière, Ouais, tu as une confiance en toi qui, peut-être, je sais pas ce que tu ben, en penses. au-delà de ça, je me suis entraîné à désamorcer. D'accord. Qui, C'est-à-dire quitte à qu'en passer pour un t'entraînant, con, ouais, quitte à passer pour un con avec la personne qui se dit, bah, en fait, lui, je l'ai impressionné, il a peur, et il tourne les talons, il se casse. d'accord, Et en fait, ce qu'il croit, c'est pas très grave. d'accord. Oui, parce que comment tu l'expliques ça? Est-ce que les sports de combat t'ont donné un exutoire suffisant Ben, pour, tu vois? comment dire, en étant grossier, quand tu t'entraînes une, deux et peut-être trois fois par jour, est-ce que tu as vraiment que ça à foutre, te battre en plus dans la rue en guise de quatrième entraînement? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Et je trouve que ça s'additionne un peu avec le fait que le fait de t'entraîner autant te donne quand même en général une certaine confiance, c'est-à-dire que tu vas pas avoir peur fondamentalement de perdre. Et je trouve que dans toutes les situations de bagarre de rue, souvent il y a beaucoup de peur. Et quand tu n'as plus la peur, bah, tu es tout de suite moins intéressé par cet acte un peu stupide, quoi. De toute façon, j'avais pas spécialement de souhait de prouver quoi que ce soit. Mhm. C'était plus moi, est-ce que je peux avoir une discipline, une pratique qui ne me mettrait plus en psychose comme ça de me retrouver dans des situations déjà qui étaient dues au contexte social dans lequel j'étais, c'est-à-dire Kaira, conneries et tout ça. Donc déjà, t'es moins, normalement, t'es moins confronté à ce genre de situation, malchance. Mais comment dire, euh, parce qu'à l'issue de, de certaines expériences, j'ai développé presque une sorte de parano, tu vois. Oui. Et je me dis, ben, en fait, tout peut basculer comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas de témoin, tu peux te faire buter, quoi, Mhm. connement. Et j'ai vu que ça prenait beaucoup de place dans ma tête. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'instaure, faut que je change des choses dans ma vie, mais il faut aussi que j'instaure une discipline d'esprit qui ne laisse pas ou moins de place à la parano de situations comme ça. Tout en sortant aussi d'un certain contexte qui m'aiderait à ne plus être ou moins être dans des situations comme ça désagréables. Oui, donc en fait, quelque part, c'est aussi ton entourage qui a changé, quoi. Ben, de toute façon, petit à petit, avec les années, mes amis de drogue ont laissé la place à mes amis de sport. C'est ça. Donc on en parlera après parce que je sais que tu évolues dans différents milieux. Il y a bien sûr le milieu sportif. On reviendra sur ta carrière un petit peu, mais tu as ton club. Ton club, il t'appartient. Enfin, il est à la mairie ou c'est ton club à toi. Tu es un club privé Bah, ou j'ai un problème avec le mon, moi, mien, enfin, ouais. tous les trucs de possession qui sont des cancers de l'esprit, à mon Mmh. sens. Donc, je dirais, j'aimerais. Alors, des fois, je peux ne pas surveiller mes mots, mais dans l'idée, j'aimerais bien dire le club ou notre club. Votre club, mais comment dire, tu es quand même porteur de ce projet-là. Est-ce que c'est toi qui as créé le club déjà? Oui, bah, il est clairement pas tombé du ciel. C'est Voilà. des milliers d'heures d'efforts, de concessions et j'en passe, C'est ce qui que ont je voulais dire. fait que ça a pris forme. Mais tous ceux qui ont réussi à, entre guillemets, à bâtir quelque chose en partant de zéro
et qui perdurent dans le temps savent de quoi je parle. Tout à fait, ouais. Mais disons que tu as été Et ce qu'il en porteur coûte. de ce projet, quoi, à la Et ce qu'il base. en coûte. D'accord. Juste pour revenir sur ta carrière, donc là, tu me parlais de kickboxing. Comment t'es arrivé au grappling, au MMA, aux autres disciplines pour lesquelles on te connaît? Je pense qu'un peu comme peut-être la majorité des gens de ma génération et celles qui ont suivi juste derrière, un jour je vais au vidéoclub. À l'époque, il y avait des cassettes vidéo, hein, bien sûr. Mhm. Et je tombe sur l'UFC 2. C'était celui qui était le plus accessible à l'époque dans les vidéoclubs. Et entre deux films, on prend ça et on ne savait même pas vraiment si c'était un fake documentaire ou si c'était réel. Dans tous les cas, j'ai été frappé par ce Royce Gracie que tout le monde connaît. Et je me suis dit, mais comment celui qui était le moins, comment dire, favori de mon niveau de connaissance, hein, parce que les Gracie, eux, savaient qu'ils allaient gagner, allait réussir à faire plusieurs exploits, UFC 3, UFC 5, je ne sais plus combien, mais bref, il a fait quelques performances. Ouais. Et, euh, et quasiment sans mettre de coups et quasiment sans en prendre. Et moi, tout mon univers s'est effondré. La boxe thaï, le judo, le truc, le kung-fu, parce qu'à l'époque, il y avait c'est quoi le meilleur? C'est kung-fu. Non, mais en fait, c'est la boxe thaï. Et en fait, tout s'est cassé la gueule et ça a devenu le jiu-jitsu brésilien. Et je me suis dit, je veux faire ça. Je veux faire ça. Et à l'époque, je veux faire ça, à part une cassette vidéo que tu pouvais commander sur Internet à Boudo Vidéo, là, ou je sais pas quoi, ou alors un pote qui bricolait, qui était peut-être allé faire un stage, je ne sais où, avec Rickson Gracie ou quoi à Paris. Voilà. Mais du coup, c'était du bricolage. Et tout de suite, j'ai commencé à me lancer là-dedans en bricolant avec des potes qui avaient fait du judo, qui connaissaient deux, trois trucs au sol. Et puis, concours de circonstances, j'ai rencontré Laurent Bonafou et les frères Schiavo qui m'ont vraiment mis dans le MMA de l'époque, puisqu'avant ça, c'était clairement du bricolage. D'accord. Et c'est vraiment eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, même si à l'époque j'étais motivé à essayer de faire de marcher sur les pas de Horace Gracie. D'accord. Ouais, donc en fait, ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens, là, c'est qu'en fait, tu as commencé au début avec des personnes qui plus ou moins avaient ton niveau, quoi. C'est-à-dire que vous vous auto-appreniez un peu les choses à partir de quoi d'ailleurs? De ce que vous voyiez à la télé ou... Oui, après, Laurent, je ne sais plus trop qui l'avait vu, mais je sais que Samy et James, ils avaient rencontré Frank Shamrock et voilà, quelques gars comme ça. Mais Mhm. oui, très vite, au-delà d'avoir prof et élève, on s'entraînait ensemble et on s'apprenait mutuellement, sans prétention, parce que ils étaient pas trop mal sur le taekwondo et peut-être la lutte. Moi, j'étais un petit peu mieux au sol et en boxe thaï. Et Laurent, voilà, avait un peu plus, avait encore d'autres. Et puis voilà, on a bricolé comme ça quelques années et on a fait partie des premiers Français qui allaient au Casse-Pipe, Cage Warrior, Cage Rage, Shuto, UWC et autres compétitions en Angleterre, en Irlande, en Suède, où en règle générale, on se faisait latter et on revenait tout content d'avoir quand même été là-bas. Bah, du coup, toi, Prévenu le jeudi, des fois, pour décoller le vendredi et se faire casser la gueule le samedi et retour à la maison le dimanche. ouais, la bonne ambiance, quoi. Voilà, moyennant Et, 150 € de prime. ouais, c'est ça. Et du coup, la première fois que tu fais ça, enfin, ta première expérience compétitive, c'était en MMA ou tu avais déjà combattu un peu, Alors, t'étais monté sur des rings comme je me suis sur des tatamis? entraîné des années et des années à la boxe thaï chez Serge, pas très loin de chez moi, au Val de Cibourg. Dans cette époque, j'avais troqué, on va dire, le boulot pour l'entraînement. Je bricolais en intérim pour pouvoir m'entraîner 3 fois par jour. En règle générale, j'allais le matin à Avignon, l'après-midi, j'allais à Saucé chez Laurent, donc le matin à la Bushido, l'après-midi à Saucé Fight Team, et le soir, j'allais à la boxe thaï. J'ai fait ça pendant des années, des années, des années, des années. Et du coup, à l'époque, comme il y avait, c'était encore du bricolage par rapport maintenant le MMA qui est fédéré. Du coup, j'ai fait mes premiers combats directement en pro. D'accord, oui, parce qu'à Je n'ai l'étranger, pas, ça je n'ai n'existait pas pas combattu l'amateur. en amateur. Je n'ai pas combattu en amateur. Et après,
parallèlement, j'ai commencé les combats en boxe thaï en classe B. D'accord. Et ça, dans le circuit français, des fédérations françaises de l'époque, quoi. Ouais, ben en fait, en MMA, j'ai jamais combattu en France, clairement. Et après, je sais même plus sous quelle fédé. Là, j'ai fait quelques combats en boxe thaï en classe B parce qu'on pouvait pas passer pro directement. Puis j'avais pas vraiment le niveau pour être en classe C ou en classe D. Oui, bah, faut savoir quand même qu'en France, pareil pour ceux qui connaissent pas trop, le niveau en boxe thaï et en boxe pied-point, d'une manière générale, est assez, enfin, je trouve assez élevé. Ouais. Et parfois en classe B, enfin, pour avoir combattu pas mal en classe B, tu trouves de tout. Tu trouves des curieux, évidemment, comme dans tous les sports, mais tu trouves aussi des types que tu te demandes même ce qu'ils font là, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est quand même une bonne école, la boxe thaï. À l'époque, il me semble que c'était avec plastron et tout ça, c'était pas mal protégé ou c'était déjà. Ben, ça dépend. Il y avait plusieurs fédés, puis c'était jamais. Enfin, moi, j'ai pas connu les trucs bien structurés, bien clairs. Hmm, Donc, c'était un petit peu au bon vouloir. d'accord. Et donc, la prochaine étape, c'est le MMA. C'est-à-dire que t'as pas combattu en grappling avant de rentrer dans une cage pour apprendre. Non, 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 non. J'ai clairement commencé, je crois, le grappling après un accident qu'on a décelé. J'étais à Paris parce que je m'entraînais aussi souvent, des fois 2, 3 fois par mois. J'allais à Paris à l'époque à l'ABS, m'entraîner avec Johnny, Brian, Norman Parisi, enfin, tous les gars de là-bas. Euh, et du coup, et un jour, là, je sens un truc à l'œil bizarre, là, et je commençais vraiment à avoir la sensation de perdre la vision, tu vois, d'un œil. Et je suis revenu un peu en urgence, et le lendemain après-midi, je me faisais opérer d'un décollement de rétine un petit peu particulier, qui fait que, en fait, si tu fais pas l'opération dans les temps, tu peux perdre la vue en quelques heures. Donc, j'ai eu raison un peu de m'affoler. Et à l'issue de ça, ben, forcément, le médecin il m'a dit bon, ben, pour moi, les sports pieds-poings et le MMA et toutes ces conneries, il m'a dit c'est vraiment à proscrire si tu veux garder l'œil qu'on a réussi à te récupérer. Parce qu'après, ben, si tu le perds, il ne te reste plus qu'un. Donc, tout de suite, ça fait flipper. Je ne prenais pas des cachets de combat à 10 millions d'euros où ma santé passe en second. Hein. Et du coup, ben, petite déprime. Et j'ai commencé à donner un petit peu des cours, du coup, temps en temps pour dépanner Laurent à Saucé. Et j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé que c'était instinctif. Tout de suite, j'ai eu le sentiment et des retours aussi de gars qui me disaient putain, mais tes cours, ils sont géniaux. Et ils étaient le produit des gens que j'ai rencontrés, mélangés à ma personnalité et à ma vision des choses. Et apparemment, ça sonnait juste. Et du coup, de cette déprime de plus pouvoir faire de MMA et de sport pied-point, j'ai refoulé le truc avec et si j'ouvrais un club, tu Ah vois. oui, d'accord. C'est-à-dire que tu as commencé à donner quelques cours et Ouais, ensuite, ouais. rapidement, Si je- tu en es venu à si, je- l'ouverture de ton si, propre si club. j'ouvrais un club, parce que bah, du coup, peut-être que moi, ce que j'ai pas pu faire, bah, peut-être je pourrais aider d'autres à le faire. Et puis à Miramas, j'étais clairement un précurseur. J'avais personne autour qui faisait quoi que ce soit, on va dire, de sérieux ou de bien concret. Du coup, ben, il y avait tout à faire. Et contre vents et marées, à l'époque, c'était très, 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 très mal vu, on va dire, d'ouvrir un club de MMA, de grappling. Parce que d'entrée de jeu, c'était un club de MMA que tu l'as vendu. Ouais, MMA. Et puis comme entre-temps, j'avais aussi rencontré André Vieira, qui est ben, Monsieur Venom aujourd'hui. Il avait habité quelques mois ici à Salon, près de chez moi. On était devenus super amis. Il m'avait invité au Brésil. Et je suis allé m'entraîner. J'ai commencé à aller m'entraîner au Brésil 1 ou 2 fois par an avec lui au début. Et du coup, j'ai pris du niveau en sol. C'est devenu une véritable passion qui allait au-delà du MMA et de la boxe pied-point, que je continuais dans un cadre d'entraînement, hein, en faisant attention. Et, euh, et du coup, je crois que j'ai commencé à faire mes premiers combats de grappling et de jiu-jitsu à cette période. À cette période-là, d'accord. J'ai vu aussi Voilà. enfin, j'ai cru comprendre que tu t'étais entraîné avec Marcelo Garcia. Honnêtement, je ne sais pas avec qui je me suis pas entraîné comme crack de l'époque, mais c'est sûr que je suis allé de nombreuses fois chez Marcelo, que je connais quand même. Enfin, quand il me voit, on se reconnaît, quoi.
Donc voilà, après la Brazilian Top Team à l'époque, et Minotaur à l'époque du Pride. Je suis allé au Japon, je me suis entraîné avec tous les meilleurs mecs du Japon, Kaoluno, qui était une de mes idoles, tu vois, Miyata, Hiroyuki Abe. Après, aux États-Unis, Dean Lister, c'était un copain, tu vois. À force, Jeff Glover, Clark Gracie, bien sûr. Je suis resté avec Clark Gracie pendant des années. Il m'a remis ma ceinture violette, je crois. Voilà. Ouais, pour Je ceux suis qui connaissent chez pas, Van, c'est chez des Van Aert. légendes du sport, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, non, j'ai fait. Et puis j'ai passé aussi de nombreux séjours, dont la préparation de José Aldo et de Baran pour l'UFC contre Chad Mendes, respectivement, et Dominique Cruz. Du coup, chez à la Nova Union au Brésil, je suis allé plusieurs fois et du coup, on était devenus quand même bien plus que des inconnus avec José D'accord. Aldo et toute l'équipe là-bas. Mais quand tu dis que tu y allais pour la préparation, c'est-à-dire que tu étais là en tant que coach pour lui, comme Non, sparring? non, 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 mais si tu veux, on était allé, ça tombait à ce moment-là. Ils avaient invité Gré Ménard aussi à cette époque, qui était Mhm. un gros lutteur de l'UFC. Et j'étais avec Thomas Louversan et quelques autres gars. Et comme on était quand même des touristes qui s'entraînent sérieux, du coup, on était là dans les entraînements pro et on participait quand même activement. D'accord. Ouais, non, mais c'est des choses qui font énormément progresser, quoi. Moi, je suis très loin d'avoir m'être entraîné avec autant de grands noms que toi, mais c'est vrai que dans la boxe, quand tu voyages un petit peu, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire aussi, et que tu tournes avec des gens qui ont un niveau mondial, ça change complètement ton jeu, quoi. Oui, oui, puis après, quand tu es passionné, c'est quelque chose, contrairement au matérialisme, que tu emmènes dans la tombe. Enfin, tous ces souvenirs-là, tous ces moments, tous ces instants, tous ces partages, personne ne peut me les enlever. Et ça reste, tout le reste passe. Ah ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais. D'accord. C'est, c'est, euh, j'ai beaucoup de billes de ces richesses-là dans mon panier, Je plus que vois. des billes de trucs du monde matérialiste, on va dire. Ah ouais, je comprends. Ouais. C'est des choses En, que, en termes en de, plus, en termes de richesse, voilà. ce qui est beau là-dedans, c'est que derrière, c'est aussi des choses que toi-même, tu peux transmettre. Alors, tu peux pas, De bien toute sûr, façon, mon, tu mon, ramènes pas leit- Marcelo Garcia à tes élèves, mais non, par mais contre, ce que mon, lui mon t'a appris, tu leitmotiv, peux le leur apprendre, quoi. mon leitmotiv dans tous mes voyages dans lesquels je me suis vraiment investi, impliqué, et sans concession et tout ça, je suis allé chercher pour redonner. Tout à fait. Parce que je ne conçois pas un monde fonctionnel autrement. C'est jour, nuit, prendre, donner, redonner. Enfin, tu vois, Mhm. euh, en fait, dès que le monde il tourne de travers, c'est parce qu'il y a peut-être plus de prendre que de donner. Mhm. Il y a plus de matérialistes que de pas matérialistes. Voilà. Et du coup, voilà, il y avait m'améliorer moi, progresser et l'amour de l'entraînement, de la recherche de perfection et redonner. Voilà, j'allais là-bas et la première chose que je voulais faire en rentrant, que j'étais pressé et impatient, c'était redonner. Parce que de toute façon, moi, quand je vais m'entraîner ou quand je regarde des combats, je ne m'entraîne pas, je ne regarde pas des combats, je décortique, j'analyse. Je ne sais pas Mhm. regarder avec un œil loisir. Ouais, ouais, je comprends bien. D'ailleurs, c'est quelque chose que je partage aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de fanatisme dans la façon dont les gens regardent les choses, que ce soit les sports de combat ou les autres sports. Et je trouve ça bien plus intéressant, effectivement, de regarder un combat ou ne serait-ce qu'un match de football ou n'importe quoi, avec un œil passionné, où on essaie de comprendre ce qui se passe plus que de s'amuser, entre guillemets. Pour moi, c'est des équations. Je suis nul en maths, mais c'est des équations. Je regarde ça comme des mathématiques. Oui, je vois, ouais, pour telle réaction, le gars fait ça, ça marche pas, tu le rentres dans ton programme un petit peu, quoi. Voilà, tous les niveaux, stratégie, game plan, gestes techniques, Mhm. placement, déplacement, enfin, voilà, tout. D'accord. Et après, le fanatisme, oui, j'en ai un petit peu et je l'assume et je trouve ça chouette. Enfin, comment ne pas être fan, impressionné,
ou respectueux de Marcelo Garcia quand on voit ce qu'il a accompli, par exemple, pour ne Ah, citer que lui. bien sûr. Mais Donc, c'est même plus du c'est fanatisme à ce niveau-là, hyper c'est inspirant. normal. Oui, oui. À l'époque, quand je vénérais les conneries et la drogue, ben, bien sûr, j'étais inspiré par Scarface, même si j'étais trop con pour comprendre qu'à la fin, le mec, il meurt. Mais, euh, mais voilà, après, quand j'ai changé de matrice, ben, mes modèles, c'était que des winners. Georges Saint-Pierre, Marcelo Garcia, Bien sûr. voilà, partir de zéro, arriver à ça, ben, du coup, ça a été des grosses accroches de motivation, de construction de mon esprit, de ma vision des choses, de, enfin, clairement, avec des modèles comme ça, à mon sens, tu vas plus t'élever, tu vas plus aller dans le positif, plus vers la lumière, plus vers le constructif que quand tu écoutes sans trop critiquer, des clips de rap de merde où le mec qui dit de faire de la merde et que il faut niquer les flics et tout ça. Enfin, clairement, je sais pas qu'est-ce qui va ressortir de ça, tu vois. Ouais, tout à fait. Enfin, il y a quand même une sorte de, tu sais, de contagion et d'effet miroir entre ce que tu vénères, ce que tu crois, ce que tu vois, ce que tu côtoies, ce que tu fais dans ta journée. Et après, il faut se poser les bonnes questions. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis pendant qu'on parle de ta journée aussi, je voulais aborder le thème de ce que tu manges, bien évidemment, c'est un peu le thème du podcast. De la façon suivante, c'est que j'aimerais bien que tu nous décrives comment tu manges, c'est-à-dire qu'est-ce que tu manges dans une journée? Honnêtement, Une journée type, hein. ça change beaucoup parce que je suis quelqu'un qui est angoissé de la routine, qui flippe du non-changement. Et du coup, j'ai beaucoup de passes. Et en même temps, c'est bien parce que ça me permet d'avoir plus de connaissances, plus de matière à argumentation. Et j'aime bien être, comment dire, mon propre cobaye. Parce que ben, souvent, oui, mais alors du coup, j'ai vu une étude, tout ça. Ouais, super. Et sinon, est-ce que tu étais à l'étude? Tu connais les mecs qui ont fait l'étude? Tu sais qui a financé l'étude? Et tandis que quand je teste sur moi, alors bien sûr, et après il y a une histoire de compatibilité, mais du coup j'ai l'impression que je sais quand même mieux de quoi je parle. Bien Donc sûr. voilà, je vais quand même avoir des passes où je carbure beaucoup plus aux légumineuses et, au, et à tout ce qui est pois chiches, lentilles, etc. C'est quand même pas mal la base de ce que je mange. Mais là, on va dire, tu vois, ça fait quelques années que je mange de plus en plus, euh, on va dire, type de nourriture inspiré, on va dire, d'Inde, tu vois. Voilà. Je mange et je cuisine essentiellement indien. Et je trouve D'accord. que ça me réussit plutôt bien. Alors peut-être que ça me réussit plutôt bien de ludo la quarantaine, mais peut-être que quand j'avais entre 35 et 40, je mangeais plus, on va dire, asiatique. Bon, voilà. Mais voilà, je change, mais en fait, je ne le réfléchis pas. Tu sais, ça prend d'un coup un tournant. Et d'un coup, je me retourne, je me dis, tiens, ça fait 2 ans que je suis toujours en train de cuisiner indienne, tu vois. D'accord. Et est-ce Bon. que tu fais attention en particulier aux quantités que tu manges? Est-ce que tu mesures les choses Non, ou tu fais un peu au non. feeling Je suis incapable d'être. Alors, j'adore la précision, mais je suis incapable de mesurer. D'accord. En fait, c'est mon corps sait au feeling, est-ce que j'ai assez dormi? Je me suis entraîné une fois, je me suis entraîné 2 fois, je suis en forme, je suis fatigué, j'ai pas bien mangé hier. Et du coup, les doses et même les familles d'aliments, euh, je vais les doser à l'œil, c'est pareil, sans les réfléchir, étalés sur la journée. D'accord. Et tu fais quand même attention à avoir, comment dire, une complémentarité de céréales, de Je légumineuses, de choses respecte. comme ça? Dans les grandes lignes, sur au moins une journée, tu vois, sur une journée, ou aller au pire 2 jours, je respecte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est Je vrai que respecte parce que si ouais, je respecte pas, je le sens tout de suite aussi. d'accord, ouais, tu le sens sur ton corps, c'est-à-dire si par exemple tu vas me manger que du riz pendant une journée, tu vas le sentir qu'il te manque quelque Ouais, chose.
Ouais, parce que du coup depuis 10 ans, j'ai rajouté aussi la méditation à ma vie. Et du coup j'ai un dialogue intérieur avec mon corps qui est beaucoup plus pointu qu'à l'époque où j'ignorais la méditation, où je la condamnais, où je la jugeais sans savoir. Ah, bref, quand je ne l'expérimentais pas. Et du coup, quand tu médites, entre guillemets, hein, pour les néophytes, tu t'ennuies tellement que tu balades à l'intérieur de ton corps et de ton esprit et tu te familiarises avec les sensations subtiles qui t'échappent dans une vie où tu ne pratiques pas la méditation, Oui, ou où à tu la as une limite, t'as faible pas le temps d'y connexion, penser. voilà, où tu as une faible connexion avec ton corps, et du coup, tu t'aperçois que y a, tu captes mieux les messages subtils qui peuvent du coup répondre à tout ce que je te disais depuis tout à l'heure, euh, où je ne mesure pas, tout en étant précis. Je vois. Ouais, après, comme tu dis, dans les grandes lignes, tu sais, enfin, tu as ce que tu ressens lorsque tu médites, et puis tu as les connaissances que tu as quand même acquises, j'imagine, au cours de toutes ces années de pratique. La compétition, tu as eu à faire des pertes de poids pour les combats ou pas Euh, J'ai spécialement? j'ai souvent été le plus léger d'un combat ou d'une catégorie. J'ai dû quelquefois quand même perdre 1, 2, voire 3 kilos maximum, mais pas plus. Et peu D'accord, importe les c'est quelque chose fédérations, les qui reste disciplines. assez raisonnable, quoi. Donc ouais, et du coup, je suis assez novice malgré les formations et les diplômes que j'ai passés, où je devrais en savoir, où je suis censé en savoir beaucoup, mais sur le savoir-faire au niveau des cuttings et des régimes. Mais en même temps, c'est quelque chose que je condamne et que je critique. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore fait l'effort de dépasser ça et de m'y intéresser euh, correctement et suffisamment, euh, au moins aux méthodes modernes, tu vois. Toi, tu Et, pousses tes athlètes à non. limiter au maximum les cuttings? Ouais, oui, 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 oui. D'accord. Et puis, j'ai pas vraiment d'athlète professionnel, à part à l'époque où il y avait encore, ben voilà, Freddy, Mokhtar chez moi, les frères Imavov et tout ça. Mais là, que j'ai que des amateurs, franchement, je les encourage à rester, comme dit Nicolas Haute, dans leur poids de forme, tu vois, à 1, 2, 3 kilos près, quoi. Ah ouais, ouais, je vois, bah, surtout sur le grappling, quand tu es pesé le matin, voire même, je crois qu'il Ou y a même le certaines MMA compétitions, amateur, même le MMA amateur, tu vois. ou le MMA amateur, c'est comment Voilà. c'est pareil, c'est le jour même, les peser en MMA La amateur? veille, la veille ou le jour même, ça dépend si c'est des tournois ou des galas. D'accord, oui, oui, ouais, bah, comme dans la boxe amateur. Ouais. Bah, la Mhm. veille, ça te laisse quand même une marge de réhydratation qui est plus longue, qui pousse certains à Oui. faire des cuttings parfois énormes, malgré leur niveau d'amateurisme. Ouais, 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 Et ouais. un peu dommage quoi, pour la santé, Ben, je, étant je donné fais l'enjeu. partie des. Alors, je comprends tout ça, quand je comprends comment tout ça a commencé et que c'est devenu presque quelque part une obligation pour atteindre la performance. Et, mais je fais partie des gens qui souhaitent que des mesures soient prises pour que ça soit limité au maximum. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, j'en ai fait quelques-uns, des violents et des moins violents, et c'est quand même. Enfin, tu te Je sens peux, pas je du peux tout de pas, la même je peux façon, pas quoi. croire qu'il n'y a pas une dette après derrière à rembourser quand tu vieillis, quoi. Il y a une dette, et puis même au niveau de la performance, je sais pas ce que tu en penses, pas si tu n'as jamais eu à en faire un vraiment gros, mais quand tu arrives épuisé, alors tu fais la différence parce que c'est le jour du combat, mais tu ne peux pas être à ton niveau optimal de performance. Donc même si Mais en face, tu as un mec un peu plus léger, toi, tu n'es que la moitié de toi-même, c'est après, dommage. ouais, bah après, je te parlais tout à l'heure des cuttings, des méthodes modernes, scientifiques, pointues, précises, où je pense qu'il est possible d'être peut-être la meilleure version de toi-même, malgré le cutting. Mais voilà, je suis pas familier avec ça, je me suis pas vraiment intéressé à ça et j'ai pas non plus vraiment l'utilité de ça. Si je le ferais, ça serait pour ma culture G, mais c'est pas quelque chose que je pratiquerais ou ferais pratiquer assez régulièrement. Et en Et, tout cas, et pas de des ce fait, amateurs, quoi. voilà, et de ce fait, je me suis pas pris la tête plus que ça dessus, mais voilà, ça pourrait évoluer, ça pourrait changer. Je vois, je vois. Et au niveau, donc, bon, bien sûr, on l'a pas abordé, mais toi, tu as une alimentation majoritairement, voire totalement végétale aujourd'hui? Alors, j'ai fait du chemin sur ça aussi parce que ben, je crois que l'éthique
c'est comme le reste, c'est quelque chose qui est en mouvement. J'ai été beaucoup plus radical, euh, on va dire vers le début. Maintenant, je suis plus souple. Ça ne veut pas dire que je mange d'animaux, parce que pour moi, c'est inconcevable par rapport à mes principes, ma vision de la vie, et pas par rapport à une religion ou quoi que ce soit. C'est juste moi avec moi. Mais voilà, j'ai des marges de manœuvre, c'est-à-dire quand je suis hors de chez moi, socialement, ben, si on va dans une pizzeria, j'ai le choix entre une pizza végétarienne et une pizza au fromage, ben, c'est pas impossible que je prenne une pizza au fromage. D'accord. Après, si j'ai moyen d'avoir des œufs d'amis qui ont des poules ou des œufs bio euh, locaux, tu vois, qui viennent pas de Tataouine, voilà, je peux aussi aller jusqu'à ça. Mais voilà, mais pas de viande et pas de poisson, et je le vis très très bien, et je suis en parfait accord avec moi-même à ce niveau-là, et c'est OK. Mais après, si tu viens chez moi, il y a pas de lait, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a rien. Ouais, c'est juste végé, quoi. Bah, c'est ce que tu m'avais dit un petit peu la dernière fois qu'on s'était parlé, Mhm. à Miramas Oui. et en fait, à cette époque-là, pour te dire, personnellement, j'étais plus sur le mode, complètement radical, dans ma propre pratique, hein. Pas dans le jugement des autres, mais dans ma propre pratique. C'est-à-dire que j'allais, me prendre une salade à rien au resto, s'il y avait que ça, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Plutôt que de manger, exceptionnellement quelque chose de végétarien et quand tu m'as dit ça, ça m'avait un peu fait réfléchir et je me suis rapproché de pas mal de personnes que je connaissais qui pratiquaient un mode de vie vegan depuis très longtemps. Et en fait, tu te rends compte qu'on en arrive tous à un compromis qui est propre à chacun, hein, mais qui Propre à est chacun, c'est similaire à ça. ce que tu décris. Et en réalité, la perfection totale pardon, dans le véganisme quasi religieux, comme tu disais, elle n'existe pas. Et elle a surtout, je trouve, aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas bouffer un œuf qui en plus provient d'amis à toi qui ont des poules que ton action ne sert à rien et que tu as un impact similaire à quelqu'un qui va consommer des produits d'origine animale toute la journée, tous les jours, quoi. Mais, de toute façon, je ne crois pas à la cohérence totale et à la perfection totale. On peut être sur le chemin. Tiens, je veux être quelqu'un de toujours plus cohérent. Je veux m'entraîner pour aller vers la perfection. Mais c'est des chemins, c'est pas une destination qu'on peut atteindre. Et du coup, même dans l'alimentation, je pense qu'il y a ces principes-là. Mm. Euh, Déjà, ton corps, tu le connais de mieux en mieux. Après, tes besoins peuvent changer par rapport à l'âge, par rapport à l'entraînement. Il y a l'impact de ta vie sociale qui peut être différent suivant les gens que tu côtoies. Ils sont peut-être pas tous véganes ou végétariens. Et du coup, ben, petit à petit, tu t'adaptes. Et puis après, comment dire, mentalement, émotionnellement, spirituellement, j'ai mis aussi beaucoup de distance avec les choses euh, pour me protéger et pour m'économiser et pour être plus cohérent et vers le bon sens. Souvent, quand tu es un peu extrême ou très, ou très, très engagé dans quelque chose, il, il manque de la souplesse. Mm. J'ai l'impression avec le recul, alors je me permets des grandes phrases comme ça parce que ça va bientôt faire, je sais plus, 13, 14, 15 ans, j'en sais rien, que je suis végétarien, au moins 13 ans. Mhm. Donc je me permets de la ramener, entre guillemets, parce que j'ai un peu de chemin, il s'est passé pas mal de choses pendant ces périodes, mais voilà, euh, comment dire, s'épuiser à s'insurger ou à se battre contre des choses envers lesquelles tu n'as ou pas de pouvoir ou pas le courage de faire le changement que tu veux voir en ce monde. Donc, bah, tu te tais un peu plus et tu mets un peu plus de souplesse tout en essayant de continuer d'aller dans la direction dans laquelle tu crois. Tu Tout à fait. vois, avant j'avais plus de colère, je voulais plus sensibiliser, mais en fait, les gens, ils font souvent euh, les changements avec eux et en eux quand ils sont prêts, et Mhm. pas quand tu leur dis.
C'est par Mais l'exemple, à la limite, que tu leur voilà, montres plus l'exemple par... ou la suggestion. Et après, voilà, la souplesse aussi que j'ai essayé d'instaurer en moi et un peu aussi autour de moi, c'est parce que voilà, c'est cette conscience que des fois, il y a des choses, tu, 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 tu vas te rendre fou, mais tu n'as pas de pouvoir dessus. Donc, autant ne pas se rendre fou. Voilà, par exemple pour la cause animale, les animaux, avant, j'étais vachement éparpillé. Je voulais être sur tous les fronts. Mais clairement, j'avais pas le pouvoir, ni le temps, ni l'énergie. Du coup, je me suis concentré sur la SPA, qui est la plus proche de chez moi. Je Et du vois. coup, je m'occupe entre guillemets, des animaux en détresse qui sont le plus près de chez moi. Ça ne veut pas dire que j'en ai rien à foutre des animaux qui sont en galère à Paris ou à Shanghai, mais j'ai clairement beaucoup moins de pouvoir pour aider ou protéger les animaux de Paris ou de Shanghai par rapport à ceux qui sont dans ma proximité où j'ai sûrement un pouvoir dessus. Et cette règle, elle s'applique un petit peu à tous les combats. Ouais, Euh, je comprends et, bien. et même à l'alimentation, tu vois. Juste pour en revenir à la SPA, donc toi, aujourd'hui, tu as une position particulière au sein de la SPA. Tu es encore président de la SPA, il me semble. Non, 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 Tu l'es plus. je suis vice-président. Tu es vice-président, oui. Ouais, ouais. Après, je suis particulièrement engagé au niveau des chiens de catégorie. Je fais des visites, des pré-visites, des post-visites, des fois un peu d'éducation. Bon, bref, j'ai plusieurs casquettes. Depuis quelque temps, j'ai un petit peu de mal à y aller suffisamment et régulièrement à mon goût pour des raisons professionnelles et familiales. Mais voilà, je suis toujours. Dans tous les cas, c'est le combat, même si le mot me plaît pas vraiment, et l'engagement d'une vie. Voilà. Je fais pas partie des. Alors, je suis très ouvert d'esprit, mais je ne pense pas que qu'on puisse être végétarien et ensuite ne plus l'être, et aider les animaux et ensuite ne plus les aider, ou faire des actions pour les enfants et après ne plus en faire. Voilà, sauf vraiment cas de force majeure, mais il y a des changements comme ça, il y a des mouvements, il y a des implications. Je sais pas si, je pense que tu peux être boulanger et après tu peux ne plus l'être. Oui, 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 oui. Mais là, c'est pas la même chose. C'est quelque chose qui implique ton toi intérieur un petit peu. Voilà. Mais après, je prends des pincettes. Ce que je dis, c'est peut-être absolument pas valable pour Pierre-Paul Jacques. Mais voilà, mais pour moi et de ce que je suppose pour la majorité, c'est ce que j'affirme. Je comprends. Après, c'est vrai que c'est toujours particulier ce sujet, hein, des personnes qui sont végétariennes et puis qui ne le sont plus, voire qui deviennent carrément l'inverse, ce qui est par contre beaucoup plus rare. Parce que, tu vois, des gens qui carrément vont ouvrir des blogs carnivores ou des trucs comme ça, on en a eu, hein. Mais bon, c'est pas du tout la même chose que ces personnes qui sont végétariennes quasiment toute leur vie et qui d'un coup vont remettre dans leur alimentation un certain aliment pour une raison bien précise. Et ben, on va recevoir des personnes qui sont dans ce cas-là. J'ai déjà discuté avec des gens comme ça. Et pour moi, c'est pas des choses qui remettent en question tout le travail et tous les messages qui ont été passés par la personne Non, durant non, des années, quoi. non, mais de toute façon, je pense que déjà, chaque truc que tu dis dans l'instant, tu le crois fortement. Tu vois, je vais partir dans un délire, un extrême, quand tu te jures qu'on va s'aimer toute ta vie là, avec ta femme et machin et tout bidule. Sur le moment, je pense qu'on le croit. Et C'est après, il y a ça. des événements de la vie qui font qu'on se sépare, mais ça ne veut pas dire que c'était faux quand tu l'as énoncé. Tout à Tu fait. En vois? tout cas, Et là, c'était sûr que tu le croyais, en tout cas, a priori. voilà, et là, les gens ben, qui étaient végétariens, puis après qui ont rajouté d'autres trucs. Moi, j'ai même plus le temps de les critiquer, en fait. Comme je te disais tout à l'heure par rapport à la souplesse, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, et moi, je suis peut-être personne pour savoir quelle a été leur motivation pour. Peut-être c'est un truc de santé sérieux qui fait qu'ils sont revenus en arrière ou quelque C'est chose qui m'échappe totalement. Et puis, j'ai pas le temps de m'occuper de tout et de tout le monde. Donc, voilà, ils font ce qu'ils veulent. tout à fait. Et moi, je garde mon énergie pour ma route, pour les trucs auxquels je crois, pour mes combats et tout ça. Et voilà.
Alors Ouais. peut-être que dans un élan, avec un apéro et avec une discussion un peu engagée, je vais prendre deux minutes pour les critiquer et je vais sûrement me raviser derrière, mais voilà, j'ai plus le temps. Et c'est pareil, bah, il y a cet effet, je pense, que tu as connu et que personnellement aussi et d'autres personnes également, j'imagine. Au début, quand tu viens juste de découvrir ce qui arrive aux animaux et que tu n'en avais jamais eu conscience avant, bah, tu as envie de changer le monde parce que quelque part, peut-être tu culpabilises un petit peu de ne pas t'en être rendu compte avant. Et je pense que tout le monde a ressenti cet effet de vouloir absolument changer le monde, quitte à presque contraindre les autres si tu le pouvais, quoi. Ben, moi, en fait, je pense que cette période-là qui a découlé du moment où j'ai basculé, elle a été tellement violente dans l'impact que oui, j'ai voulu changer le monde et tous les gens autour de moi et argumenter et encore argumenter et tout ça, mais l'impact qu'ont eu certaines images et certaines prises de conscience sur moi, c'est relatif à moi-même. Tu Tout à vois, fait. je pense Ouais, qu'il y a les des autres gens le qui ont vu perçoivent pas forcément plus, pareil. voilà, exactement, il y en a qui ont vu peut-être plus d'images que moi et ça leur a pas fait le même impact. Moi, si tu veux, l'équation qui s'est passée dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête et tout ça, c'est je me suis dit, mais putain, mais en fait, alors oui, on a depuis longtemps élevé des animaux, mais pas dans des conditions de camps de concentration, de Auschwitz, Dachau, machin. Enfin, on se croirait, tu vois. Et c'est juste ignoble. Et puis moi, j'affirme ne pas avoir les couilles de buter un animal pour le bouffer. Et Mmh. de l'autre côté, je respecte quelque part ceux qui ont le courage de faire ça, parce que moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas. Mmh. Et, et dans la continuité, je ne veux pas que quelqu'un fasse le sale boulot pour moi, et moi, j'ai juste le bon moment dans mon assiette. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. J'ai eu exactement la même réflexion que toi au début Voilà. de. Pour moi, ça manque de sens. Après, je ne veux pas non plus ne pas savoir, parce que du coup, c'est la solution de facilité, et en aucun cas, avec ça, je vais participer à l'amélioration d'un monde ou de quoi que ce soit. Parce que quand tu fais l'autruche, juste tu vis, je pense pas qu'on se souviendra vraiment de ce que tu as apporté à la vie, à la planète. Et après, le truc, c'est que je me suis dit, mais souvent on parle de oui, mais bon truc, mais est-ce qu'on a pensé, ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ces pauvres gens qui travaillent dans les abattoirs, tu vois? Moi, j'ai beaucoup regardé de documentaires sur ces gens-là. Ils sont tous au fond du trou. Il n'y a aucun mec qui était à l'école quand il était petit, se dit, putain, plus tard, je voudrais travailler dans un abattoir, tu vois? Alors Oui, qu'il y en a qui disent, ouais, je vais être coach de foot, je vais être boulanger, je vais être astronaute. Mais c'est que des circonstances pas spécialement lumineuses qui les ont amenés dans ce sale boulot. Et les mecs, ils vont en enfer tous les jours, côtoyer l'enfer. Et j'ai vu le mental qu'ils ont et les maladies qu'ils ont dans leur corps sont vraiment le reflet, pour ceux qui croient aux énergies et tout ça, du lieu dans lequel ils vivent. bah, tout à fait. Tu passes ta Tu journée à vois. côtoyer la mort, voire à la donner pour certains d'entre Donc eux. moi, je me suis dit, alors quand tu fais la politique de l'autruche, que tu attends d'être en bonne santé en mangeant des animaux malades, tués par des gens malades dans des circonstances et dans des structures d'un monde malade, ben, on va arrêter de s'étonner d'être malade. Tu vois. C'est clair. Et en plus, si tu continues de cautionner ça consciemment ou inconsciemment, bah, je pense pas que le monde il va s'améliorer. Et tu peux regarder les infos tous les jours, ne t'attends pas à des meilleures nouvelles. Tu Je vois? comprends bien. C'est ça. Et en fait, du coup, ton discours, si je comprends bien, il s'est assoupli sur le fait d'essayer un petit peu de convaincre à tout prix les gens, mais sans pour autant aller dire que manger des animaux, c'est bien, quoi. Non, mais je trouve toujours que c'est folie. Je trouve Voilà, c'est toujours que ça. c'est C'est folie. ça qu'il faut dire. Mais j'ai Mm. beaucoup plus de respect pour le mec qui me dit, moi, Ludo, écoute, moi, mon acte politique, c'est d'avoir mes bêtes dans mon jardin et je leur propose ce qu'on appelle la vie bonne. Il y a des ouvrages que je pourrais te conseiller sur ça, si tu veux, c'est l'ancienne agriculture et les anciennes méthodes d'élevage, euh, où la finalité, elle reste la même, mais l'animal, il a eu, entre guillemets, une vie bonne. Et j'ai-
Parce que du coup, le mec, il fait tout le taf avec un certain respect, tu vois, et il fait lui-même. Oui, Voilà. je Et pour comprends. moi, c'est à 1000 années-lumière des industries de l'abattoir et des 86 milliards ou je ne sais plus combien d'animaux tués par an pour une espèce qui s'est autoproclamée euh, roi du monde, tu vois. Tout à fait. Et, Mais et là, on tu ne es quand peut même pas dans un imaginer cas. ne pas payer le prix à un moment donné de ce déséquilibre, de cet abus, de cette démagogie, de cette folie. Ce n'est pas possible. Demain, là, tous les films catastrophes qu'on a vus, là, quand on va s'en prendre un sur la gueule, mais pas comme le Covid, un pour de vrai, ça Mm, ne sera pas la peine de s'étonner. Ça sera juste, quand tu jettes une pierre en l'air, elle retombe. c'est clair. Tu vois. Et moi, je vais sûrement morfler autant que les gens qui bouffent de la viande des abattoirs, hein. Oui, donc Mais, c'est global. voilà, mais moi, je ne serais pas étonné. On peut pas faire ça à la planète. Quand je dis la planète, c'est parce qu'on bousille les animaux, mais on bousille aussi l'eau, on bousille l'air, on bousille la terre, on bousille tout. Pour ce matérialisme auquel je faisais référence tout à l'heure, dans lequel on est trop et on n'est pas assez dans l'intériorité. Ce déséquilibre, on ne pourra pas, même avec la science, la modernité, l'optimisme et tout le tralala, à mon sens, on ne pourra pas y couper. Il va y avoir à un moment donné une facture avec les dettes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, on est à 50 minutes de podcast, on n'est pas loin de la fin. J'ai une dernière question que je voulais te poser, Mhm. importante. Tu es impliqué dans la fédération de MMA française, Oui. j'ai vu. Donc, on n'aura peut-être pas le temps de développer à fond là-dedans, mais je sais que c'est quelque chose qui te prend pas mal de temps. Tu fais souvent des événements, des stages, des passages de grade, des choses comme ça. Mhm. Tu as ton club, tu as la SPA. La question, c'est combien vous êtes? Tu as des frères jumeaux, triplés? Comment tu gères ton temps? Euh, Honnêtement, j'ai appelé ça la vie folle parce que parce qu'en fait, là, tu vois, aujourd'hui, c'est une grande journée parce que je suis posé 50 minutes là ou 1 heure pour discuter avec toi. Mais sinon, j'enchaîne les trucs en fait. Tac, tac, D'accord, tac, j'enchaîne. Mais je me plains pas parce que c'est aussi la vie que j'ai choisie et je ne m'étonne pas, comment dire, d'avoir les contraintes d'un club. Quand tu as un club, tu as les contraintes d'un club, mais tu as aussi le plaisir d'avoir un club. Pareil pour être engagé à l'SPA, pareil pour voilà. Après mes soupapes, c'est mes balades dans la nature avec les chiens, des retraites de méditation que je fais ou des sangas hebdomadaires que je fais avec des amis qui font la méditation. Mhm. Et, et avec ça, ça fait à peu près un équilibre qui me permet de continuer à être efficace avec le sourire dans la vie folle. Ouais, quelque part, tu arrêtes jamais, mais tu fais quand même des choses que tu as choisies et qui t'apportent beaucoup aussi, quoi. Voilà. En fait, il y a plein de trucs qui me nourrissent, plein d'activités complémentaires, diverses et variées, plein de gens que je côtoie qui sont différents et des activités très effervescentes avec des activités ultra calmes ou des fois en retraite de méditation, tu ne parles pas pendant plusieurs jours. Donc, tu vois, ça fait un gros contraste avec l'effervescence de la vie en général. Ouais, ou ça Et arrive. voilà, du coup, j'essaye, encore une fois, sans rien mesurer, d'être précis et de rien négliger pour qu'il y ait un équilibre entre le blanc et le noir, l'intérieur et l'extérieur, le matérialisme et le non-matérialisme, le combat pour les animaux et la nourriture végétarienne et la souplesse d'avoir une vie sociale, parce que si je voulais vraiment être je déménagerais dans un pays où, comme les jaïnistes, là, où je sais pas quoi, ils tuent même pas les insectes, ils font attention Mhm. quand ils balayent aux fourmis, les moustiques. Voilà. J'étais aussi radical, ben, et ils ont le droit d'être radical, je les comprends, ils ont aussi des arguments, j'irai là-bas. Mais vu que je ne suis pas prêt à aller là-bas, je compose aussi avec la réalité dans laquelle je vis Ouais, ouais. Je pense que de l'ici et maintenant. voilà, c'est une super façon de faire. Enfin, moi, je trouve ça inspirant parce que bon, tu t'es quand même construit une vie parce on dit ça, l'air de dire que c'est arrivé tout seul, mais tu t'es construit cette vie-là à l'image de ce qui te tient à cœur et de ce qui te plaît. Donc, Il n'y mais a c'est pas eu vrai que que du hasard et de la chance. voilà, ça, j'en suis
convaincu. J'en suis convaincu. Mais à côté de ça, c'est vrai que vu de l'extérieur, ça donne l'impression de quelqu'un qui s'arrête jamais et qui pourrait, enfin, si d'un coup tu transfères la conscience de quelqu'un qui l'a pas voulu dans ta vie, il craque en 2 heures, quoi. Bah, clairement, je peux fatiguer les gens juste de ma présence ou de mon énergie. Ma mère, quand elle me voit, juste si quand elle me dit alors qu'est-ce que tu as fait hier, ben elle s'assoit, elle est épuisée. Tu vois. Alors heureusement, j'ai trouvé une copine qui est aussi barjo que moi. Du coup, on parle le même langage, tu vois. Mhm. On a la même effervescence. Du coup, il y a personne qui peut condamner personne parce qu'on court pareil à droite à gauche. Mais voilà. Enfin, moi, j'échange pas ma vie contre une autre. C'est super. Et pour finir, est-ce que tu pourrais peut-être me conseiller une personne à interviewer pour à inviter donc sur le podcast, pour un prochain podcast? Ouais, je te conseille Franck Blo. C'est un très très bon ami à moi de Paris qui a la chaîne YouTube Pause Consciente que je t'invite à regarder, à écouter plutôt. D'accord. Mais voilà, c'est une personne très très riche qui travaille pour Karuna Chechen et Mathieu Ricard, impliqué dans 1 million de trucs. Il fait vraiment du super boulot. Il y a une grande sagesse là qui émane de ce personnage peu commun. Et je pense que tu passerais et tu apprendrais beaucoup pendant 1 heure de podcast. D'accord. Sa spécialité, c'est lui, par contre, il n'est pas du tout impliqué dans les sports de combat en particulier ou... Il aime ça, il en a eu fait, mais il n'est pas du tout, pas autant que nous, on va dire. D'accord, bah, mais ça m'empêchera pas de le contacter parce que bah, tu sais, tu t'imagines bien que sur Il la... ouvre aucun UFC, il a fait du kung-fu, je sais pas quoi. Enfin, Voilà. voilà. Il joue Non, à mais Street Fighter sur la console, donc on est bien, on est bien, on est bien. ouais, mais on n'est pas trop mal parce que bon, la scène francophone sur les sports de combat et le mode de vie vegan, on va quand même assez rapidement faire le tour, si tant est que toutes les personnes que j'ai envie d'inviter viennent sur le podcast, et je l'espère. Donc on s'éloignera peut-être un petit peu du sujet, il y aura toujours un vague rapport, mais toute personne qui a un intérêt à nous faire partager des choses intéressantes, bah, j'essaierai de l'inviter. Donc Après, il y a merci les pour frères cette reco. Diaz, Jack Shield et tout ça, mais j'ai pas le numéro là. Dès que je le retrouve, je te l'envoie. Malheureusement, moi non plus. Et puis, je suis pas encore. Je parle relativement bien anglais, mais de là à animer un podcast, je me sens pas encore tout à fait prêt. Et j'ai fait des podcasts en anglais et crois-moi, ça mettait beaucoup de stress. Pourtant je doute pas vraiment de mon anglais, mais tu sais, j'avais peur que ça aille dans des, dans des, dans des trucs un peu trop spécifiques qui vont au-delà de mon vocabulaire habituel. Mais tu vois, dans l'entrain, ça s'est passé, on s'est compris. Donc, tu pourrais être surpris. Eh ben, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aimerais beaucoup, hein. Alors là, si je te reçois Ned Diaz sur le podcast, ce serait énorme. Mais bon, on verra ça dans un second temps. En tout cas, merci beaucoup à toi, Ludo, pour m'avoir accordé 1 heure dans ton planning extrêmement chargé. Puis ça m'a fait plaisir. Alors ça me fait plaisir de partager le podcast, mais ça me fait aussi plaisir de te découvrir un petit peu de manière plus approfondie, parce que je pense que sans ça, c'est difficile de discuter pendant 1 heure tous les deux. Prendre Donc, rendez-vous, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. on a fait, ouais, c'est ça, on est à 57 minutes là d'enregistrement. Je pense que j'ai rien à couper sur le podcast. Dans l'idéal, j'aimerais ne couper un minimum de choses dans les podcasts que je vais enregistrer. Sauf si toi, bien sûr, il y a des choses que tu as envie de couper, tu me le dis, et bien sûr, on les enlève. Je pense que j'ai tout dit avec sincérité. Voilà, bah, moi aussi, je trouve aussi. Donc, il n'y a rien à acheter, c'est super. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et je te souhaite une bonne après-midi et bon courage pour ta journée. Merci, pareil. À À plus. plus. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast, sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à 1 voire 2 de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.